Je voulais une nouvelle fois remercier Tikamoon de soutenir le club depuis 3 ans maintenant. Cette marque française implantée dans le Nord, engagée et durable, est pleine de valeurs en accord avec cette émission. Des meubles contemporains et intemporels, utiles et bien pensés, fabriqués dans un beau bois massif, sourcé, labellisé, travaillé par des artisans, monté par des ébénistes et qui en plus d'être durable et solide, peut être réparé et recyclé. Ils peuvent vous accompagner toute votre vie, sauf que, et c'est la grande nouveauté dont je voulais vous parler, on peut aussi avoir envie ou besoin de changer sa déco. Tikamoon le sait et lance donc Circle, une offre de rachat pour favoriser encore plus l'économie circulaire. Le principe est simple, vous pouvez rapporter votre meuble chez Tikamoon et il connaîtra une nouvelle histoire. Il suffit de remplir un formulaire, l'état du meuble est étudié, une proposition de rachat vous est faite, pouvant atteindre jusqu'à 60% de sa valeur, et ensuite des ébénistes restaurent le meuble. Bref, Circle, c'est une nouvelle preuve de l'engagement concret de Tikamoon pour valoriser le bois, accompagner ses clients, changer les mentalités et préserver notre planète. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Le Club, une émission de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, bonjour les filles. Salut bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marie Farman, journaliste spécialisée en design qui collabore avec de nombreux magazines, qui va nous parler du goût milanais et des noms à suivre, n'est-ce pas Marie ? Tout à fait. Salut Marie. Salut. On ne s'est pas dit bonjour. Violaine Bellecroix, bonjour Violaine. Bonjour Hortense. Rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant et citoyenne engagée grâce à WIT Média qui nous accompagne vers une transition écologique, nous partagera ses bonnes adresses ou ses bonnes marques autour des peintures saines et écologiques. Exactement. Bon, trop hâte. Et enfin, Billy Blanquette, journaliste déco, autrice et désormais décoratrice d'intérieur, va nous parler de comment théâtraliser son intérieur, qui est une grande tendance. Tendance, absolument. Bon, génial. Comme vous le savez, à chaque fois, on enregistre dans un lieu différent. Et aujourd'hui, nous sommes à l'Expérimental Marais. Alors, le groupe L'Expérimental, vous savez, ce sont eux qui avaient ouvert en 2007 le très branché et cosy L'Expérimental Cocktail Club. Je ne sais pas si vous aviez déjà été. Et depuis, ils ne cessent de révolutionner la scène parisienne avec des restaurants, des bars ou des hôtels plus contemporains et accueillants les uns que les autres. Ils sont désormais très implantés à l'international, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à Ibiza, mais à Paris. L'Expérimental Marais a été conçu par le célèbre Tristan Auer. C'est le nouvel hôtel 5 étoiles du Marais qui viennent de reprendre avec 43 chambres et suites, un bar à cocktail, un spa et un restaurant Temple et Chapon qui vaut le coup d'œil. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel pour y aller, bien sûr, qui est un hommage au Shop House, c'est un peu les steakhouse new-yorkais des années 50 et qui est dirigé par la chef Mélanie Serre. Donc voilà, on les remercie pour leur accueil. Bah écoute, c'est très beau en tout cas comme et comme c'est endroit. assez. Il y a un petit côté mais... théâtral, non, Laetitia ? Oui, c'est ce que je me suis dit en arrivant. Je me suis dit tiens, tu vois, c'est le lieu idéal pour toi. Absolument. Donc qu'est-ce que tu veux nous rien du tout. raconter sur le sujet ? Si. Donc c'est lever de rideau avec moi, alors je pourrais dire. T'as un titre à ta chronique. Bon, magnifique. Je vais faire un petit lever de rideau, effectivement, pour vous parler d'une tendance qui bouscule nos intérieurs, qui apporte pas mal d'émotions, du relief. C'est ce qu'on appelle le style théâtral, aussi appelé dramacore, puisqu'on nous colle des anglicismes partout. Et en fait, qu'est-ce que c'est le style théâtral un peu... D'où il vient ? J'ai cherché un petit peu à comprendre pourquoi ce style nous tombait dessus comme ça. Et on peut dire que c'est un peu une quête de réenchantement. Vous avez sans doute remarqué qu'on vit dans un monde très incertain et anxiogène.
Donc déjà, on a un peu besoin de rêver. Et puis notre déco devenait un peu clonée d'un intérieur à l'autre ces dernières années. Toutes les maisons commençaient à se ressembler grâce à nos chers amis les réseaux sociaux. Donc le style théâtral, c'est en quelque sorte une forme de rébellion contre tout ça et même contre l'algorithme, on pourrait dire. Au lieu de copier un catalogue, on met en scène son intérieur, ses collections, ses souvenirs. Et on ne veut plus que ce soit beau selon les normes, on veut que ce soit nous, voilà, que ça nous ressemble. Dans la mode aussi, on l'a vu, ça s'est traduit par... on a eu beaucoup de retours de broderies, des perles, des mélanges de motifs, d'imprimés. Et comme la déco suit toujours la mode avec un léger décalage, eh ben, on peut constater qu'une certaine excentricité s'immisce donc dans la déco. Alors, et puis, j'ai pensé à toi, Hortense, puisque les séries, effectivement, comme La Chronique des Bridgerton, que tu aimes tant, et une autre qui s'appelle The Gilded Age, que je n'ai pas vue, mais j'ai vu, apparemment c'est une série, ils sont à la 5e saison, c'est dans le même esprit. Elles ne sont pas étrangères à ce phénomène. On observe en effet une fascination pour le monde d'avant, perçu comme plus lent, plus raffiné. Ce n'est pas une envie de retourner dans le passé, mais plutôt de récupérer ses codes de confort pour contrer la froideur de la technologie qui nous entoure. Donc, on cherche à créer des coins lecture, on fait de sa chambre un boudoir, sujet dont nous avait d'ailleurs parlé Marie. On crée des cabinets de curiosité où on met en scène ses trésors, etc. Alors, à quoi ça ressemble tout ça ? Qu'est-ce qu'on appelle la déco théâtrale ? Eh ben, je dirais que c'est l'art d'utiliser l'espace pour raconter une histoire. Le style théâtral, ça ne veut pas dire transformer son salon en musée, mais c'est l'art de concevoir nos pièces comme des décors où un objet, un meuble, un élément raconte une histoire. L'idée, c'est de casser les grands volumes froids pour créer des recoins protecteurs, d'utiliser des éléments décoratifs qui vont permettre un peu de sculpter le vide. Donc on passe un peu du minimalisme, enfin de la simplicité, on va dire, à maintenant un décor plus qui va remplir l'espace avec du relief et qui transforme un peu chaque mètre carré en scène habitée. Donc je vous propose de découvrir comment transformer votre intérieur en picorant parmi les différentes idées qui suivent. Pour entrer dans ce style, évidemment, le premier levier, ça va être le textile. Au théâtre, c'est le rideau qui crée l'attente. Et bien chez vous, c'est un peu pareil. C'est lui qui donne le ton. Évidemment, le tissu numéro 1, textile numéro 1, quand on pense à des rideaux comme ça, c'est le velours avec son côté noble et ses propriétés acoustiques. Mais on peut bien évidemment utiliser plein de tissus lourds avec des motifs, des rayures, de la végétation, des lins bien lourds. Du moment que tout ça crée une sorte de drapé, ça le fait. Parce que le drapé, on va le voir, revient aussi. Tout ça va ensemble. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à mixer les imprimés entre eux, des rayures avec un Vichy, un écossais avec des fleurs, des couleurs vives entre elles. On ose. En fait, le rideau, il change de fonction. Il ne sert plus uniquement à habiller une fenêtre, on s'amuse à le draper par exemple, ou à se servir de lui en guise de portière. La portière, c'est une technique ancienne qui consiste à installer des rideaux pour encadrer une porte, pour séparer deux pièces. Ça crée des petites alcôves, ça donne un côté confidentiel, ça rythme l'espace. Par exemple, si vous avez une grande ouverture entre un salon et une salle à manger, le fait de poser des rideaux entre les deux change tout de suite la structure et l'atmosphère de la pièce en créant un passage, un seuil symbolique et ça apporte aussi beaucoup de chaleur en fait. Donc pour retenir et créer donc ce drapé qu'on va faire avec ces rideaux, on utilise des embrasses bien évidemment, accessoires déco qui revient en force aussi. Tout comme les passementeries, les galons, les froufrous, les plissés, les pompons, les franges. Ça, on en voit partout. Si vous cherchez une bonne adresse de passementerie, évidemment, foncez chez Oulès, qui est vraiment la référence pour dénicher des merveilles. Mais vous pouvez aller sur des sites comme étoffe.com, par exemple, qui réunit plein de marques et d'éditeurs différents. Et puis, parce qu'on parle rideau, parlons aussi jupons. Vous avez peut-être vu passer ces petits rideaux de tissu sous les éviers de cuisine ou les lavabos de salle de bain. Une astuce géniale par ailleurs pour cacher tout ce qui est électroménager et bazar qu'on range en dessous, tout en apportant de la douceur et de la fraîcheur. Donc, une petite rayure, des petites fleurs sous un plan de travail en bois et hop, votre cuisine change de dimension. Le petit rideau plissé sous le meuble vase de la salle de bain et hop, c'est tout de suite charmant, poétique, nostalgique.
C'est un peu ce qu'on appelle le cottagecore d'ailleurs. C'est ça, cottagecore? Il y en a plein. Il y en a plein des Regency core. Ouais, mais tout ça, c'est un peu le même esprit, un peu. C'est un peu plus campagne, mais ça va dans le même esprit. En fait, c'est toujours dans l'idée de faire une petite mise en scène, de créer une petite scéno. On voit aussi des canapés dont les pieds sont cachés par des jupes de tissu plissé qui effleurent le sol, ou des tables rondes recouvertes de grandes nappes généreuses, voire dégoulinantes. Donc on n'hésite pas, si on a envie de faire ça chez soi, à prendre des grandes nappes ou même des draps anciens pour obtenir ce tombé, voire même pour créer un drapé un peu à la... Ça fait un peu antique en fait. Et puis on voit aussi, alors ça j'en ai vu, alors ça de là à le faire, si c'est une idée, si vous avez ça, mais envie de faire ça, et c'est les ciels de lit aussi, pas les ciels de lit des enfants avec des petites étoiles, mais carrément le ciel avec un motif ancien, genre comment ça s'appelle, tapisserie, et pour faire un lit, théâtraliser son lit. Voilà. Oui, ou tendre même un tissu, en fait, c'est ça qu'on voit beaucoup, c'est... comme ce qu'il y a derrière toi dans le restaurant, là, ça fait des rideaux des baldaquins, tout ça, en fait, c'est toujours dans la même idée. Et puis, pour compléter tout ça, on joue avec des matières qui capturent la lumière. On voit beaucoup quand même de choses laquées, là, le grand retour pas le retour, ça fait quand même un petit bout de temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui brillent, en fait. Il faut que ça brille. Donc, du mobilier laqué, des stèles, des bouts de canapé avec des couleurs vives. Faut que ça se voit, faut que ça brille. Donc, au rayon de ce qui brille, évidemment, on a l'argenterie, qui n'est plus réservée aux grandes occasions, uniquement aux grandes occasions, et qui s'invite au quotidien à table, mais aussi sous forme d'objets ou de contenants qu'on expose sur des étagères ou dans son cabinet de curiosité si on a envie d'en faire un. Et enfin, on peut mettre aussi en scène les objets par deux. Pensez à créer de la symétrie si vous avez deux accessoires identiques ou qui se répondent, deux bustes par exemple, de statues, de sculptures, deux candélabres sur une cheminée, deux grands vases. Ça crée un équilibre visuel immédiat qui rappelle d'ailleurs les appartements parisiens classiques et donne ce côté théâtral. En ce qui concerne les murs, c'est le grand retour de la tapisserie. Vraiment la tapisserie ancienne. Alors ça, on en trouve, si vous avez envie, vous pouvez en chiner chez Celency, sinon allez carrément taper chez Tapisserie de Flandre qui en vend aussi. Il y a beaucoup de panoramiques aussi. Alors le panoramique, ça on connaissait, ça donne ce côté quand même théâtral, mais là on en a carrément qui représentent des tapisseries ou des œuvres décoratives du 18e. Il y a notamment la marque Le Grand Siècle qui réédite des motifs exhumés des archives du Musée des Arts Déco et des modèles historiques du patrimoine français. Donc on peut se créer un mur entier avec une reproduction de tapisserie et voilà. Et donc il y a des super modèles, ça fait vraiment un truc très, très théâtral. Et dans un tout autre style, mais tout aussi théâtral dont je vous avais parlé, quand même, j'étais quand même comme quoi très très en avance. N'importe quoi. Le color drenching. Ah oui. Mais oui, je vous en avais parlé, qui consiste à peindre les murs, les plinthes, les radiateurs et même le plafond dans une seule et même couleur, et qui reprend toujours cette idée de ces codes de la mise en scène. Ajouter à ça une frise qui va venir encadrer une porte, souligner un plan de travail ou en haut d'un mur, juste sous le plafond, et vous voilà dans un décor de cinéma à la Wes Anderson. Donc ça, c'est vrai qu'on voit beaucoup de frises et vous pouvez regarder, il y en a pas mal, il y en a beaucoup, mais chez Bill Bocquet Déco, il y en a des sympas, et chez Mu Design qui a fait une collection de frises avec de la joie. Voilà, et sinon, pensez aussi à vos tableaux. Si vous avez des vieux tableaux, des vieilles croûtes, comme on appelle ça, mais qui peuvent, c'est assez, ça revient pas mal, des peintures anciennes qu'on va accrocher dans des endroits, évidemment pas au-dessus du canapé du salon, mais peut-être plus dans la cuisine, et des endroits un peu inattendus. L'idée étant toujours de mettre en avant un élément et de le théâtraliser. Et enfin, pour terminer, une mise en scène. C'est important de créer une bonne lumière. Donc pour réussir une ambiance théâtrale, il faut bannir l'éclairage unique au plafond qui écrase tout. On privilégie au contraire tout ce qui est clair-obscur en multipliant les sources lumineuses à hauteur d'homme. Des lampes à poser avec des abat-jours en opaline ou en tissu, en froufrou, ça on en voit beaucoup. Des appliques qui projettent des faisceaux vers le haut ou vers le bas et bien sûr des bougies, ça alors là les bougies c'est parfait.
Et puis, si vous avez envie de vous inspirer et de regarder le travail de ceux qui manient parfaitement ce style de décor, en attendant que Marie nous parle à mon avis, elle va nous parler plein de choses comme ça. Mais vous pouvez regarder du côté de Laura Gonzalez, Luc Edward Hall, Vincent Daré ou Jacques Garcia, qui sont quand même les pros en la matière. Alors, bon, conclusion, faut-il transformer tout son appartement en décor de théâtre ? Pas forcément, mais peut-être retenir que la décoration théâtrale, c'est avant tout une invitation à ne plus avoir peur du trop, c'est oser affirmer ses goûts, c'est mettre en scène son petit monde et choisir une décoration qui raconte qui vous êtes. Voilà, terminer la déco de tout le monde. Vive la déco théâtrale. Vive Willy Blanquette. Bravo, merci. C'est vrai que c'est une vraie tendance. Hein. Ah ouais. C'est sympa, mais après, bon, tu peux pas faire toute ta maison comme ça, mais c'est sympa. Non, mais de ces faire rideaux des qu'on voit partout, oui, ces drapés rideaux, ou les vraiment... nappes tombantes, oui. Tu mets plusieurs nappes les unes sur les autres, ou c'est intéressant. Ouais, c'est sympa, c'est vraiment beaucoup plus décoratif. On revient vraiment à de la décoration pure en fait. Ouais, mais c'est une bonne. Tout en cassant les codes. C'est pas que c'est théâtre, que c'est du velours rouge, lourd, non. etc. C'est que tu peux mettre. Oui, c'est ça. De mixer en fait, c'est oser mixer, mélanger les imprimés, les couleurs, on y va quoi. Ouais. Mais il y a plein de scénos comme ça, de scénographies qui sont très théâtralisées. Ouais, avec peut voir ce Milan, rideau, ce tombé de rideau, ce drapé, je trouve qu'on le voit vraiment partout. Ah oui. Bon, donc Marie. Oui. Ça fait une bonne transition. Petit lien, ou pas, peut-être qu'à Milan, ils ont arrêté sur cette déco théâtrale. Bon, alors après, je vais parler du goût milanais. C'est pas vraiment théâtral, mais c'est presque plus cinématographique, je dirais, le goût milanais. Donc il y a un lien quand même. Voilà. Donc une bonne transition, on n'a même pas fait exprès. Donc moi je vais vous parler du goût milanais, de la relève du goût milanais, parce que comme peut-être vous le savez, le printemps est marqué par un des plus grands événements, si ce n'est le plus grand événement de l'année, la Design Week milanaise et le Salon du meuble, qui réunit toute la sphère du design international chaque année au mois d'avril. Donc la ville est en pleine ébullition, il y a de nombreux événements partout, et notamment la ville ouvre les portes, plutôt les archis d'intérieur ou même parfois les particuliers, les portes de ses plus beaux appartements hyper confidentiels pour des visites et des expos. Donc ça nous permet de prendre chaque année le pouls du goût milanais, donc un goût vraiment pour la mise en scène, une culture profonde du design et un respect du savoir-faire artisanal italien. Mais alors, qui sont les ambassadeurs de ce goût milanais et surtout, qui en sont les nouvelles figures ? Alors, on ne peut pas décrypter le goût milanais sans évidemment parler des incontournables Dimoré. Donc les Dimoré, je refais un petit peu le pédigré. Donc duo d'architectes stars, décorateurs, designers, mais aussi éditeurs, qui est formé par un duo, Britt Moran et Emiliano Salci, pour mon accent italien. Eux, ils donnent vraiment le là. Donc, ils sont ultra copiés, mais jamais égalés. Et c'est quand même les premiers à avoir ouvert les portes de leur appartement au public. Et là, le goût milanais, il est à son paroxysme. C'est une opulence raffinée, un art de la mise en scène extrêmement maîtrisé, quasi cinématographique. Des pièces vintage signées par des grands maîtres du design italien, mais aussi, ils dénichent aussi beaucoup de choses. De l'inattendu, du mystère, de la musique, de l'olfactif. Et tout ça, ça contribue à créer un ensemble merveilleux, mais aussi très expérimental. Donc à chaque fois, on est un peu bouche bée, même si parfois certains disent oui, c'était moins bien qu'avant. Non, mais c'est magique. C'est toujours quand même, c'est un peu des magiciens et surtout. Et donc ça fait 20 ans qu'à chaque fois, à chaque Design Week, ils ouvrent les portes de leur appartement ou de nouveaux lieux, parce que maintenant ils ouvrent plein de choses en même temps, avec des expositions qui sont assez mémorables. Et d'ailleurs, ils performent d'année en année. Donc, ils ont impulsé quelque chose qui est de très fort, qui a inspiré toute une génération, qui est même venue jusqu'à nous, parce qu'aujourd'hui, on a aussi envie d'installation théâtrale, d'ouvrir des portes d'appartements, de se projeter. Alors, c'est des figures qui sont un peu écrasantes, évidemment, j'imagine, pour la nouvelle génération, mais aussi qui ont donné une impulsion. Donc ça, on ne peut pas passer à côté. C'est comme ça, les Dimoré, c'est vraiment l'incarnation du goût milanais. Mais il y a un autre duo qui incarne aussi le goût milanais, mais de façon avec une vibration quand même un petit peu plus légère. C'est le duo féminin Studio Pepe. Donc c'est deux fondatrices, Ariana Leli Marni et Chiara Di Pinto. Donc elles œuvrent dans plusieurs domaines aussi. Elles font des intérieurs, des scénographies,
de la création de mobilier et elles ont un vrai talent à la fois d'assemblières, d'alchimistes de la couleur, elles sont très bonnes en couleur, et de conteuses, elles aiment beaucoup raconter des histoires. Pendant des années, elles ont fait des expos incroyables à Milan. Elles avaient un peu arrêté, mais cette année, elles recommencent parce qu'elles fêtent les 20 ans de leur studio. Donc cette année, une expo va être complètement imaginée par elles deux sur le thème de l'intimité, parce qu'elles aiment bien avoir des concepts forts comme ça sur lesquels elles déclinent aussi bien leur travail de couleur, de scénographie, de mobilier. Et c'est dans leur l'ancien bureau, dans leur ancien atelier. Mais ce qui est intéressant pour vous qui nous écoutez, et peut-être si vous n'êtes pas à Milan, mais vous allez à Milan après, c'est que ce lieu, il va rester ouvert aux visiteurs toute l'année, avec une programmation régulière. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller voir le travail de ce duo féminin qui est vraiment... qui incarne aussi le goût milanais, mais avec une autre vision, quelque chose de plus léger, de plus minimal peut-être, mais de toujours aussi chaleureux. Alors ça, là, je vous ai parlé de 2 gros duos incontournables. Il y en a plein d'autres, évidemment, mais je voulais prendre des gens qui avaient des visions complètement différentes. Maintenant, qui est la relève de l'archi milanaise aujourd'hui ? Donc, il y a quelques petits noms comme ça qui sortent du lot. Alors, je vais vous parler de Reduo. Alors, aussi un duo, mais cette fois-ci un couple. Donc, Fabiola Di Virgilio et Andrea Rosso, ils sont tous deux issus du milieu de la mode. Et ils jouent aussi vachement sur cet héritage milanais, sur la réinterprétation avec vraiment cette veine italienne et milanaise incomparable. Ils ont à Milan un lieu qui s'appelle la Casa Reduo, donc le nom de leur studio. Attends, Reduo, comment t'écris ça ? R-E-2-D-U-O. Ah, 2D. Donc là, c'est un endroit, c'est aussi bien un bureau, un showroom qu'un appartement. Donc, dans ce lieu, il y a évidemment, ils ont gardé les matériaux d'origine de l'appartement pour rendre hommage à l'architecture milanaise et à ces appartements spectaculaires, parce que c'est souvent quand même des appartements assez spectaculaires, très haut de plafond, avec de très beaux détails. Mais là, ils ont mixé aussi des influences japonaises et 70s. Donc, par exemple, vous pouvez aller voir sur leur site internet, il y a des photos, beaucoup de photos de ce lieu. Mais par exemple, ils ont fait une pièce de lecture entièrement verte. Alors, le ton du vert, eux, ils disent que c'est vert concombre, mais quand on voit les photos, moi, je dirais que c'est plus vert kaki. Donc, on ne sait pas, on va pas débattre. Est-ce que c'est amande pistache ? Non, c'est pas pistache, c'est un ton au-dessus. Mais là, ils ont fait une pièce de lecture comme ça, avec carrément la moquette, les murs, le canapé bas, tout enveloppé comme ça, avec un truc un peu japonisant, mais assez péchu quand même, je dois dire. Enfin, ils y vont, quoi. Et aussi, pour revenir à ton sujet sur la théâtralisation dans les appartements, eux, pour passer de l'appartement à leur bureau, ils ont caché un passage secret dans un bar qui fait qu'on passe de l'appartement à leur bureau, donc dans un truc, dans une touche très théâtrale dans un projet. Donc voilà, ça c'était pour Reduo, que je vous invite à suivre et à aller voir. Dans un style complètement différent, les 2 petits génies qui font parler d'eux s'appellent Studio Out. Donc un jeune duo, je m'excuse déjà pour la prononciation de leur prénom et leur nom. Donc on a Guglielmo Giannotti et Patricio Gola. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc eux, ils sont à Milan. Ils sont spécialisés en archi d'intérieur, en mobilier, en design. Et là, c'est vraiment... leur démarche, elle est vraiment profondément ancrée dans cette tradition italienne. Et notamment, je vous invite à aller voir un de leurs projets, qui est un appartement qui s'appelle l'appartement VR. C'est hyper radical, hyper chic, donc complètement différent d'un Dimoré, par exemple, tout en acier, avec des surfaces réfléchissantes. Il y a une approche qui est très tranchante, un peu froide. Bon, moi, je trouve ça très beau, mais subtilement contrebalancée par des pièces classiques, très classiques et soigneusement choisies pour réchauffer l'atmosphère. Il y a un truc aussi qui pourrait être presque théâtral, mais alors... vraiment hyper chiadé, moi je trouve ça hyper beau, hyper juste, voilà. Donc je vous invite à aller voir aussi Studio Out, qui est un peu vraiment le jeune... Et que t'écris O-U-T. Alors, je vous dis, parce que moi je regarde en même temps sur Insta et je les trouve pas forcément tous. Studiou-T-E. Ah. Eux, c'est un peu les néo-Dimoré, je dois dire, mais avec un truc beaucoup plus moins théâtral, moins scénographique, très... plus japonisant un peu, non ? Plus japonisant, mais très 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 précis, c'est très waouh, moi je trouve que c'est assez pointu. Ouais, j'aime bien. Bon, je vous en parle un petit dernier qui s'appelle Hannes Pier. Alors malgré son nom qui est pas très italien, il est du Tyrol, donc des Dolomites. Hannes Pier. Oui, donc il est tout à fait italien. Alors lui, vraiment, il revendique son penchant pour la sophistication italienne, l'éclectisme, le côté raffinement extrême, flamboyant. On y va. Et notamment, il a fait un très beau projet qui s'appelle à Milan, qui s'appelle la Casa dei Giardini. Donc, il dit que c'est sa lettre d'amour à Milan. Donc, il est allé à fond. Et notamment, très, très encouragé par le propriétaire lui-même qui lui a demandé de pousser le curseur et d'y aller à fond. Donc, par exemple, il y a pas mal de couleurs.
Mais notamment, il y a une salle à manger un peu extraordinaire qui est déjà de forme hexagonale, qui est entièrement laquée vert vif, avec des sols et les murs en marbre. Donc là, vraiment, on n'aime pas, mais le curseur est vraiment poussé très loin. Et vraiment, on a ce côté amour des matériaux, mais vraiment pas pour son usage. C'est vraiment le matériau lui-même, beaucoup de recherche sur les textures. Enfin voilà, c'est pour le coup, là, on rentre vraiment dans le goût milanais. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Donc c'est 3 noms à suivre que voilà, moi je trouve très représentatifs du goût milanais aujourd'hui. Mais si on peut faire un peu une conclusion, on comprend vraiment ce que c'est que le goût milanais. C'est pas des appartements qui sont décorés, c'est vraiment des appartements qui sont mis en scène. Donc c'est pour ça que ça me faisait penser aussi à ta chronique. Les architectes et les décorateurs et les designers, ils sont très fiers de leur patrimoine, les Italiens, de leurs designers historiques comme Piero Portaluppi, Gio Ponti ou Osvaldo Borsalini, mais sans tomber non plus dans la nostalgie. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir des pièces de ces grands designers, mais aussi bien des choses plus contemporaines. On n'est pas dans un truc c'est pas le musée non plus. Donc le goût milanais, c'est à la fois assez bourgeois quand même, parce que Milan, c'est une des villes les plus bourgeoises d'Italie, mais assez audacieux, c'est grandiloquent parce que c'est italien, mais en même temps, c'est un côté un peu festif. Vous voyez, les Dimore, ils ont une très grosse notoriété, mais voilà, ils ouvrent les portes de leur appartement, qui est leur studio, mais c'est quand même les premiers à avoir fait ça. Ils ont vu, on sent qu'ils aiment les gens, ils aiment le monde, ils aiment que ça se voit. Donc, et c'est aussi très esthète parce que c'est les architectes et les designers milanais, ils ont une très grande culture du design et en même temps très vivant. Donc c'est assez unique et c'est vrai qu'on peut voir ça qu'à Milan. Voilà. Ah bah ouais, Milan. Et les Dimore, tu vois, je me dis à chaque fois, leurs scénos, elles sont incroyables, mais je me demande ce qu'ils font comme projet, tu vois, au quotidien. Et ils font beaucoup d'appart, pas mal de restos aussi. Ouais. Et leur projet, c'est des vitrines, mais c'est avec des vitrines extraordinaires sur lesquelles ils doivent bosser, j'imagine, pendant toute l'année. Parce que c'est tellement poussé. Oui, mais t'es d'accord qu'après, ils font des apparts normaux, entre guillemets. Je suis pas sûre que c'est des apparts normaux. Je pense que quand même, t'achètes la pâte Dimore avec un truc. C'est sûr que si t'aimes le minimalisme japonais. Non, bien sûr, mais tu crois qu'ils font des trucs dingos tout le temps? Peut-être pas dingo. Je pense que quand c'est pour du perso, le curseur il est un peu plus bas. Ce qu'ils font par exemple pendant la Design Week où vraiment ils sont, tu vois, c'est libre cours à leur imagination. Mais quand tu vois ce qu'ils font, si tu vas sur leur site ou tu regardes en ligne, c'est quand même toujours, ça a de la gueule, quoi. Ouais, bien sûr. Mais j'imagine qu'ils doivent s'adapter. Et en même temps, comme c'est des stars, est-ce que les stars s'adaptent ? Je ne sais pas. Ouais. C'est qu'il y a toujours un gros débat. Parfois on est ensemble et parfois toi tu aimes et moi souvent c'est presque trop pointu pour moi. Je me dis. Alors moi je trouve pas que ça soit trop pointu. Je trouve que parfois ça peut être trop. C'est un peu élitiste évidemment parce que c'est devenu des stars incontournables. Mais il y a quand même toujours quelque chose. Ça peut pas te rendre indifférent. Ah bah ça c'est sûr. Vois. Voilà. C'est de l'inspiration. Oui, c'est de l'inspiration. Je vais faire ça chez moi. Pas du tout. Tu fais pas ça chez toi. Mais ça va peut-être que. Non mais parfois ça peut être un peu dérangeant leur truc. Après, il y a un côté très cinématographique. C'est pour ça qu'ils mêlent l'olfactif, la musique. La musique est très, très présente dans leurs installations. Pas dans leurs projets perso, mais dans les installations. Donc, c'est des expériences. Ouais. Et on sent c'est bourré de références partout. Et c'est quand même assez unique, quoi. Ah bah oui, ça carrément. De toute façon, là, vous êtes monté. Ah oui, alors là, je vais vous faire redescendre. J'ai un peu peur. Un petit peu de peinture, Violaine. Un petit coup de peinture. Mais on a quand même très envie de t'écouter, Violaine. J'espère. Parce que t'es dans la vraie vie. On aime bien la vraie vie aussi. C'est un peu la vraie vie. Et c'est... vous savez, le chemin de la transition écologique, on s'intéresse à tout. Donc... évidemment la food, la beauté, mais aussi la décoration. Et là, aujourd'hui, j'ai un petit peu regardé pour vous ce qui se faisait comme peinture les plus saines. Moi, j'aime beaucoup la couleur, j'en mets beaucoup. Mais il faut faire attention à ce que vous mettez dans les murs parce que la peinture, c'est quand même un produit chimique qui a été très, très, très malsain pour nos intérieurs. Et là, il y a quand même pas mal de marques qui essayent petit à petit de remplacer les métaux lourds, les composants organiques volatiles et toutes ces choses-là par des composants biosourcés. Donc, j'ai fait un petit overview. Alors, c'est très technique, donc je suis restée à mon niveau. Et en revanche, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il y a plein de marques que j'ai découvertes que je ne connaissais pas.
Donc, les peintures écologiques, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi il faut que ce soit écologique. Déjà parce que vous les respirez tous les jours. C'est la qualité de votre air intérieur qui en dépend. Donc, très important, chambre d'enfant, plus. Mais même, on dit chambre d'enfant, mais salon partout, quoi. C'est hyper important. On s'accorde généralement à dire que les peintures écologiques sont celles qui contiennent peu ou pas de produits chimiques susceptibles de nuire à l'environnement et à la santé, comme les solvants, les métaux lourds et les COV. Les COV, vous voyez ce que c'est. C'est des gaz à base de carbone émis par les solides ou les liquides. Ces produits chimiques s'échappent de la peinture dans l'air et en grande quantité peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Aujourd'hui, heureusement, la quantité de COV doit être autorisée dans les peintures est strictement réglementée et ça doit être noté sur les pots de peinture. Si c'est pas noté, vous fuyez, vous achetez pas ça. Une peinture écologique, c'est aussi une peinture fabriquée selon des méthodes respectueuses de l'environnement. Par exemple, Faro et Ball, sur son site, explique que tous ces sites de production, showroom et sièges au UK sont chauffés par des parcs éoliens ou des panneaux solaires. Ils génèrent très peu de déchets, ils recyclent tous leurs déchets, etc. Donc eux, ils ont vraiment aussi une approche de tout le processus de fabrication. Après... pour avoir pas mal travaillé sur ces démarches écologiques, quand tu veux un produit sain, à part si tu es malhonnête intellectuellement, à tous les étages de ta production, tu fais attention à ce que ce soit vertueux. Lors du choix de votre peinture écologique, il faut noter que s'il y a écrit ingrédients naturels, ça ne veut pas forcément dire que c'est naturel. Bon, vous le savez, cette histoire, quand on met du vert, ce n'est pas forcément écolo. Par exemple, le plomb et l'essence de térébenthine, c'est des produits à partir de matériaux naturels. Et ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de respirer tous les jours. Donc, c'est important aussi de regarder ça. L'entrepreneur général Mathieu Morin, avec qui je me suis entretenue pour cette chronique, souligne que peu de clients, malheureusement, demandent une peinture saine. Non pas qu'ils veulent une peinture malsaine, mais il faut entendre que ces peintures-là sont plus chères. Alors parfois beaucoup plus chères, parfois un peu plus chères. Et quand on est sur un très gros chantier, si vous devez repeindre une petite bibliothèque, ça va, mais vous allez vous offrir peut-être la peinture super. Si vous avez 300 mètres carrés à faire, forcément le choix est plus engageant financièrement. Mais je ne saurais que trop vous le conseiller pour votre santé et celle de votre intérieur. Alors, en plus, il y a un truc pour s'y retrouver, les critères dits écologiques sont jamais les mêmes, les labels sont jamais les mêmes. Donc, c'est très difficile de les comparer parce qu'il y en a un qui va mettre en avant l'absence totale de COV, l'autre les métaux lourds, l'autre va dire moi j'ai ce label-là. Donc, tout ça, c'est un peu une forêt dans laquelle... il faut se retrouver du mieux qu'on peut. Mais n'hésitez pas quand même à demander à vos entrepreneurs et vos artisans. Certains n'ont pas d'appétence sur le sujet, mais il y en a plein qui le savent. Et justement, Mathieu Morin me disait, moi, on ne me le demande pas. Donc, autant demander les choses et étudier la différence de prix si elle est possiblement prise en charge. Et j'ai une petite question, peut-être que tu ne sais pas, mais il te dit que la qualité est exactement la même, parce que souvent les peintres, ils vont te dire après « Ah oui, mais ça s'étale pas de la même manière. » Voilà, exactement. C'est que, évidemment que... les artisans ont l'habitude, en fait, ils travaillent avec des marques, ils les connaissent, ils connaissent le taux de couvrance, comment l'utiliser, si elle sèche pas, etc. Donc, c'est difficile de les faire changer. Après, c'est une discussion à avoir. Et évidemment, pas dire, moi, je veux ça, mais peut-être travailler ensemble et dire, surtout que les entrepreneurs, pour travailler eux, c'est bien mieux que les peintures soient saines parce qu'ils sont en première ligne, ils sont tapent tout le temps. Donc c'est vraiment important. Et Mathieu Morin aussi attire également notre attention sur le matériel utilisé pour peindre, les pinceaux, les bâches plastiques, le scotch. Ça, on n'y fait pas attention, on remplit. C'est vrai que si on peut choisir des alternatives écologiques comme le scotch en papier, il y a des bâches qui sont faites en tissu, qui sont réutilisables. Voilà, et les pinceaux, après, on essaye de les choisir, les fabriquer le plus localement possible. Enfin, voilà, en tout cas, c'est un challenge. C'est difficile d'imposer ça aux artisans. Je ne suis pas là, d'ailleurs, pour donner des leçons, juste pour vous donner une petite carte postale de ce qui se fait. Et il y a quand même des marques qui proposent des choses bien. Mais comme en toute chose, je me redis à chaque fois, mais peindre a un impact.
Donc, il faut bien choisir sa peinture, sa couleur, être content et pas se dire « Ah, c'est pas grave, je repeindrai dans 2 mois ». Oui et non, parce que repeindre, ça a aussi cet impact-là. Et après, je fais juste une petite aparté sur, je reparlerai plus tard, mais sur l'ancien, quand vous rénovez de l'ancien. On a eu les entrepreneurs ont tous observé ça. Il y a eu comme on a mis de l'acrylique, de la glycéro, acrylique. En fait, ça, alors au-delà du fait que c'est vraiment très mauvais pour votre santé, pour celle du peintre, le mur ne respire plus. Or, l'ancien a besoin de respirer. Les pierres ont besoin de respirer, les enduits à la chaux, enfin pas les enduits à la chaux, les pierres, le bois, etc. Ça a besoin de respirer. Donc en plus de ça, quand vous rénovez de l'ancien, c'est vraiment hyper important de choisir des peintures qui laissent circuler l'air. Ça empêche les problèmes d'humidité. Vous savez, tous ces endroits neufs avec des fenêtres en PVC, tu sens quand tu prends une douche, tu sais que c'est un hammam. C'est pas très bon ça, ni pour la venue de champignons et de trucs comme ça. Bon, c'était ma petite aparté pour ceux qui habitent dans l'ancien. Donc, les marques, il y en a. Il y en a beaucoup ? Ah oui. Énormément de marques de peinture. Elles mettent toutes quelque chose en avant qui peut être intéressant. Les meilleurs, non ? Je vous ai sorti les meilleurs que vous connaissez par cœur pour certains aspects. Puis j'en ai trouvé 3 autres. Alors les Anglais sont très en avance sur nous sur le sujet. Les Anglais et les affaires. Donc, Little Green, vous connaissez, mais ça m'a intéressé de les voir sur le compte Instagram de Merci Raoul qui rénove, vit, vraiment, elle met que des solutions écologiques, elle ne veut pas de COV chez elle, elle veut un air sain, etc. Son compte est assez intéressant à suivre et elle la met en avant, elle dit la composition est estampillée à plus, donc c'est un critère positif, mais c'est pas totalement naturel, cependant, elle est très couvrante et super efficace pour repeindre un meuble en bois. Tu sais, parfois, quand tu chines un peu des trucs que tu veux les repeindre, tu vois bien que les peintures n'ont pas la même qualité, la même force, et ça ne tient pas pareil. Donc ça, c'est important. Ressources, par exemple, que vous connaissez, prône une conception éco-responsable en Provence, pardon, pas en province. Faro & Ball, ils assurent des formulations à base d'eau. Donc l'eau, ça remplace les solvants. Donc ça, c'est très positif. Moi, je les connais bien, ces peintures, pour les avoir utilisées. Alors, elles sont très chères. Comme me disait Mathieu Morin, compare le prix du litre avec le prix du litre de champagne. Je dis oui, peut-être, c'est très cher. Mais voilà, ils font beaucoup de choses. Ils ont une veille scientifique pour pouvoir toujours être au taquet de ce qui sort, des ingrédients qui peuvent changer, etc. Ils génèrent très peu de déchets, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une marque qui fait beaucoup, qui va, à mon sens, vers une transition importante. Il y a une marque qui s'appelle Pure and Paint, qui a été créée par Corinne en 2015. C'est sa propre gamme de peinture végétale, écologique et saine. À la place des résines acryliques pétrochimiques, elle utilise un liant issu de ressources végétales et renouvelables. L'épaississant est à base de cellulose, qui est la molécule organique la plus abondante sur Terre. Il y a un petit peu de chauvinisme, une marque qui s'appelle Malouinière, et c'est dont je vous parlais. C'est un Malo. Parce qu'elle est née en fait du travail réalisé en collaboration avec les architectes en chef des monuments historiques et nationaux. Les couleurs c'est sont très très beau. belles. Donc ils ont développé le nuancier Vauban. Parce qu'en fait, ce qui est marrant quand tu visites des monuments historiques, mais même l'Acropole, tu vois, l'Acropole par exemple, elle est blanche. Mais à l'époque, elle n'était pas du tout blanche, elle était complètement peinte. Quand tu visites une Malouinière, tu sais, tous les teintes sont un peu passées, tu dis, c'est très chic. Mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça, c'était beaucoup plus vif, tu vois. Donc, c'est très intéressant. Et eux, ils fabriquent en Bretagne et en France, et ils travaillent sur une gamme minérale et végétale, sans composés organiques volatiles, les fameux COV. Et vraiment, je vous invite à aller voir leur travail. C'est hyper intéressant, en fait. Tu vois, ils travaillent vraiment historiquement. Alors là, c'est les 3 petites Anglaises là, dont je voulais vous parler. Peut-être vous les connaissez déjà. Donc, il y en a une qui a été fondée en 2002 qui s'appelle Earthborn. C'est la première marque britannique à recevoir le label écologique de l'Union européenne pour ses peintures et vernis intérieurs. C'est un label d'excellence environnementale. Et grâce à l'utilisation d'ingrédients respectueux de l'environnement, la marque propose 2 finitions. Qui sont, à la fois très efficaces, très couvrantes, on va dire, mais qui laissent respirer les murs, ce dont je vous parlais tout à l'heure.
La teneur en COV est négligeable. Les couleurs qui contiennent du dioxyde de titane, le produit chimique qui rend la peinture blanche, n'en contient qu'une toute petite quantité provenant de sources responsables conformément aux normes environnementales strictes que s'impose la marque. Une autre marque créée en 89, c'est la première marque. Alors elle se dit première marque de peinture non toxique. Ça s'appelait Lakeland Paint et elle est tellement biologique que sur son site, le cofondateur, je suis allée voir, Yann West, mange une cuillère de peinture blanche mat pour montrer que vraiment il n'y a pas de risque pour l'humain. Et je vais manger mon micro, les filles. Voilà. Donc, si vous avez envie d'un petit goûter coloré, c'est parti. Alors, ces peintures, au-delà du petit fun de la vidéo, elles ont quand même été choisies par le British Museum et le Louvre. Elles sont exemptes de COV, de métaux lourds, de solvants, ce qui les rend non seulement respectueuses de l'environnement, mais aussi sûres pour les jeunes familles ou les personnes souffrant d'asthme et d'allergie. Parce que ça, on ne le dit pas aussi, mais quand vous avez un environnement qui n'est pas sain, si les murs ne respirent pas, toutes les personnes qui ont des problèmes respiratoires, nous aussi, une personne qui ne souffre pas de problèmes respiratoires, c'est pas bon pour sa santé, mais ça va vraiment accentuer le terrain. Et c'est vraiment tout, quand on parle de passoires thermiques, de lieux pas sains, c'est très très important. C'est pour ça que finalement la peinture, ça a à la fois cet aspect déco, mais c'est très engageant quand même comme sujet parce que d'abord c'est tous les jours, c'est tout le temps. Enfin, si vous repeignez votre salon, vous allez vivre dedans pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'en sais rien. Donc c'est quand même capital de bien choisir votre peinture. Et c'est pour ça que, je te coupe, excuse-moi, ça me donne envie de raconter plein de choses. Non, mais c'est pour ça que c'est indispensable d'aérer au moins 10 minutes tous les jours, très régulièrement même sa maison. Quoi. Ouais, même plus. Je veux dire, et hiver comme été. Ah bah hiver comme été. Et les Français, on est trop tourné vers l'intérieur. Des courants d'air, faut que ça sorte. Quoi. Et surtout, trop tourné vers l'intérieur. Quand les enfants sont malades, il ne faut pas qu'ils sortent, alors que justement, il faut sortir, il faut aller prendre l'air, il faut aérer tout ça. Les Scandinaves savent beaucoup mieux vivre avec l'extérieur que nous. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. C'est que, là, je vous parle de la peinture, mais après, je peux vous parler des médiums, de votre cuisine, d'école et tout. Tout ça, ça diffuse des composants qu'on ne voit pas. Et c'est très difficile de prendre conscience des choses quand on ne voit pas. Donc, voilà. Deux dernières petites marques et après, je vous laisse tranquille. Une marque qui s'appelle Frenchic, écologique, non toxique et disponible dans plus de 60 couleurs. C'est une marque qui est la préférée de la communauté du recyclage. J'ai pas trop compris au début ce que c'était. En fait, la communauté de recyclage, c'est ceux qui repeignent des trucs tout le temps. Et donc, cette marque est très plébiscitée par ceux qui aiment repeindre leurs armoires, leurs trucs chinés, etc. parce qu'elle tient très bien et qu'elle est très respectueuse. Elle est à base d'eau, elle contient peu de COV, elle est certifiée EN 71.3, un peu casse-pied comme certification, mais ça veut dire qu'elle peut être utilisée sur des jouets d'enfants. Donc, si tu te lances là-dedans, c'est que vraiment ton truc, parce que tes enfants, on sait très bien qu'ils peuvent mettre à la bouche les choses. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et une petite dernière pour la route, Cornish Milk, encore un anglais, conditionné dans un emballage en carton de lait. C'est comme un carton de lait, 100% biodégradable et recyclable. C'est assez mignon en plus comme conditionnement. C'est une peinture minérale liquide et respectueuse de l'environnement, fabriquée à la main au Royaume-Uni. Faro et Ball aussi sont fabriqués à la main. Alors, il y a des machines, etc., mais il y a beaucoup d'étapes manuelles. Les peintures Cornish Milk sont exemptes de produits d'origine animale, de COV, de toxines. L'entreprise a récemment réduit son empreinte carbone de plus de 75%. Les peintures contiennent des pigments de terre de Cornouailles. C'est trop mignon, non ? Ainsi qu'une couche de finition durable intégrée qui élimine la nécessité de cirer ou de vernir. Et juste pour finir, alors ça, c'est si vous avez le courage et je dirais surtout l'artisan sous la main, c'est la chaux. Les enduits à la chaux, c'est des choses qui ont été... Alors, la chaux, c'est un terme qui désigne une matière obtenue par calcination du calcaire. C'est facile... Enfin, c'est hyper naturel. Ça se faisait dans des fours à chaux. Maintenant, c'est dans des fours industriels. Mais c'est vraiment une matière naturelle. Et vous voyez l'effet que ça fait. Ce sont des murs un peu irréguliers. Moi, je trouve ça très, très joli. Je suis pas mal de comptes qui rénovent leur ferme, maison. Et alors là, le pouvoir respirant est génial. Pour l'isolation, c'est super. Donc, voilà.
Et vous pouvez trouver des peintures à la chaux. Alors, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez demander à votre artisan de le faire. Et j'ai regardé sur le site Maison Étanche. Il y a des peintures à la chaux qui sont certifiées A+. Donc je pense que c'est quand même pas mal et qui sont fabriqués en France. Donc voilà, c'est aussi c'est une autre alternative, on va dire. Mais en tout cas, l'acrylique, tous ces trucs-là, faut vraiment oublier. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup, tu crois, de peintures qui sont comme ça vraiment, tu vois, mauvaises et nocives? Je pense que tout le monde fait un effort. Je pense que toutes les grandes marques, tu vois, est-ce qu'il y a des marques... Tu vas pas me répondre et moi j'ai même pas forcément la réponse complète, mais tu vois, est-ce qu'il y a des marques à ne pas suivre? Moi je pense que tu sais ce que font beaucoup les gens, c'est que c'est terrible à dire, mais il y a énormément de gens qui font de la copie de couleurs, du contre-typage, et donc qui vont chez. Tu vas avec le nuancier Faro, chez machin, donc chez Tolins, je sais pas quoi. C'est ça, des grandes marques ou même des trucs et c'est des pots qui font je sais combien, 10 litres, etc. Et ça, à mon avis, c'est ceux-là. Je suis pas sûre qu'ils soient. Tu peux même faire ça chez Leroy Merlin. Oui, mais je ne sais pas. Tu vas chez Leroy Merlin. On fait de la pub. Leroy Merlin, Casto et tous les autres. Oui, voilà, c'est ça. Mais ce serait sympa de ça. Je pense que tout le monde essaye quand même, mais tu sais. Par expérience, t'en as toujours qui continueront jusqu'au bout à te fourguer de la M. Tu crois? Sûr. Tu crois qu'il y en a encore? Oui, si ça leur coûte moins cher, ils le font. Il y a une super jolie marque aussi, parce que c'est vrai que les Scandinaves, ils sont assez penchés sur la question. Saint-Léo, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est hyper joli. Je ne l'ai pas croisé dans mes... C'est déjà une gamme de couleurs incroyable, et pareil, qu'avec des minéraux naturels. Donc c'est Saint-Léo ST plus loin Léo, et là aussi et ça a un petit effet en fait, c'est un petit effet un peu à la chaux, c'est hyper beau. Après gros budget. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas cité aussi, mais Argile. Enfin, il y a quand même des marques. Il y a beaucoup d'archis qui bossent avec Argile d'ailleurs. Beaucoup. Ouais. Mais quand tu aimes les couleurs très très vives. T'es un peu. Moi, je trouve qu'après, elles ont chacune leur, tu vois, leur identité. Les Faro, ils ont pas leur pareil pour les blancs, les beiges, les crèmes. Ils vont te faire 3 blancs. T'es là, tu vois, quelqu'un d'autre le ferait. Tu te dis, c'est chiant. Et en fait, non, ils arrivent à créer des profondeurs incroyables. Ressources, ils ont des couleurs hyper profondes. Tu peins une pièce, t'as l'impression que t'es. Faro et ressources, c'est des trucs. Enfin, surtout Faro, moi, je trouve que ça bouge avec la lumière, c'est-à-dire selon. Et puis ça ne sent rien. Ouais. Tu peux dormir le soir même dans ta chambre. C'est incroyable. Franchement, mais ça, t'as envie de dire, après, incroyable. Au prix de la peinture, heureusement qu'elle est parfaite. Tu vois. Mais comme quoi, ça vaut le coup. Très cher. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Oui, bien sûr. Hyper cher. Ça t'en a pour après, ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir le prix de toutes. Tu vois, parce que peut-être que Faro, c'est un peu, on va dire, Chanel. Et puis, il y en a d'autres. Il y a des petits créateurs. Des petits créateurs. Ouais, et je pense que les grandes marques, il faudrait creuser, mais je suis sûre quand même qu'elles vont s'améliorer et qu'elles vont suivre, puisqu'on va être de plus en plus sensible à ça. C'est ça, le problème, c'est que tout est trop long, parce que si tu veux, en attendant, il y a encore des maisons, il y a encore des endroits qui sont rénovés avec... Et il y a un truc intéressant que me disait Mathieu Morin, je disais, mais comment on fait pour assainir un endroit qui a déjà été peint? Oui, parce que tu as toutes les couches en dessous. Tu as toutes les couches. Et bien, finalement... Le moins polluant, c'est ce qui s'appelle l'encapsulage, c'est-à-dire que tu repeins dessus. Ah ouais. Et ça, parce que de l'enlever, ça. Tu repeins sur quoi? Attends, par exemple, si dans une maison, t'as une pièce qui est repeinte dans une couleur que tu n'aimes pas, tu souhaites repeindre, bon, très bien. Ton artisan te dit, là, la peinture, elle est acrylique, c'est dégueulasse. Au lieu de tout gratter, d'enlever un nain, il vaut mieux repeindre avec une peinture saine dessus. Ça s'appelle un encapsulage. Ah ouais, sans l'étape d'avant. Ouais. C'est ce qu'on fait toujours, non? Parfois, normalement, tu ponces un peu. Ça dépend la couleur. Moi, je me dis, tu ponces l'acrylique, tu ponces l'acrylique, c'est selon la couleur que tu choisis. Quand tu prends un entrepreneur qui te fait ton salon, il met 4 jours parce qu'il fait 50 000 Oui, par exemple, si tu as un mur de couleur très vive et que tu veux le repeindre en pastel, tu es obligé de poncer. Bien sûr. De poncer, et puis tu mets des sous-couches aussi. Mais ça, les marques, je trouve que maintenant, elles sont de plus en plus de bons conseils. Tu vois, si tu veux un bleu indigo, tu vas mettre une sous-couche qui va déjà être un peu bleue pour que ta couleur soit vraiment profonde. Et d'ailleurs, si tu suis leurs conseils, tu es très heureuse du résultat. Tu vois, c'est ce que tu fais souvent, c'est qu'il y en a plein qui prennent des sous-couches dans les grandes enseignes, ce qui est donc complètement idiot, alors, parce que tu prends ta sous-couche qui n'est pas géniale. Tu auras l'effet couleur, mais tu t'enlèves le côté sain.
Et voilà, si bien tu sûr. prends n'importe quoi comme sous-couche, alors peut-être que déjà les sous-couches sont bien moins chères chez les marques. Oui, bien sûr. Bon, après, évidemment. Bon, en tout cas, c'est un sujet qui fait réagir. Ouais. Ah oui, tout à fait. On a des grands On en débats. veut d'autres. Violette, t'as dit quoi la colle la prochaine fois. Eh ben merci beaucoup les filles. Merci, et Hortense. à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.